France Info. Et tout est plus clair. La France a donc un nouveau gouvernement. Premier conseil des ministres cet après-midi. Laurence Vanceunebroek-Mialon en ligne avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Député La République En Marche de l'Allier. On va en parler de ce remaniement. D'abord, j'aimerais votre avis, votre sentiment, puisque vous êtes très engagé dans la défense de la PMA pour toutes les femmes, la procréation médicalement assistée. Lors de la passation de pouvoir au ministère de la Justice ce midi, Nicole Belloubet a dit à son successeur, Éric Dupond-Moretti, le Parlement et vous devrez vous saisir de la PMA pour toutes les femmes. Est-ce que vous y voyez un signe encourageant et est-ce que vous pensez qu'Éric Dupond-Moretti sera suffisamment volontaire sur ce sujet-là ? Alors disons que les mots qui ont été prononcés par Nicole Belloubet ne sont pas dénués d'intérêt, puisqu'elle rappelle que des victoires que nous avons encore à conquérir, des victoires que nous avons encore à rechercher. Et alors justement, j'aurais aimé lui rappeler en direct qu'effectivement, en termes de PMA et notamment en termes de filiation, il y a encore beaucoup à faire et que les parlementaires lui ont fait des propositions justement, et je pense notamment à ces couples de femmes, à ces familles constituées avant la loi du mariage pour tous et qui justement ne parviennent pas à trouver leur place dans la société puisque pour l'instant le sujet de la filiation n'est pas encore résolu. Et quant au nouveau garde des Sceaux, donc dans son discours, ce dernier a dit clairement qu'il sera le ministre des Libertés. Eh bien, moi, j'ai envie de lui dire que c'est exactement ce dont certaines d'entre nous ont besoin. Je pense évidemment aux femmes en parcours de PMA ou à celles qui ont dû subir pendant de nombreuses années des trajets épuisants vers l'étranger, des investissements financiers importants pour pouvoir faire famille. Alors que ça leur était interdit sur notre territoire et autorisé tout autour de nous, donc chez nos plus proches voisins européens. J'ai envie de lui dire, donnez-leur la liberté de faire famille et donnez la liberté à leurs enfants d'accéder à une filiation digne de ce nom. Ces familles, elles ne veulent pas, pour certaines, adopter leurs enfants. Pour elles, ce n'est pas entendable. Mais elles attendent beaucoup de certains dispositifs proposés notamment par les parlementaires en termes de filiation, qui malheureusement sont restés lettres mortes auprès de sa prédécesseur. Aussi, j'ai envie de lui dire, donc de répéter à qui veut l'entendre, entendez justement la souffrance de ces familles. Est-ce que vous lui faites confiance, lui qui n'est pas tout à fait connu pour ses positions féministe? Alors, c'est peut-être une de mes qualités ou de mes défauts, je ne sais pas, mais j'ai tendance a priori à justement faire confiance en fait à ceux qui vont nous gouverner maintenant, maintenant à partir de maintenant justement à partir du remaniement, et j'attends de lui justement quelques preuves en fait de son envie de protéger tout le monde, comme il dit, d'être un ministre protecteur, mais aussi le ministre de la liberté, et donc la liberté de vivre. Alors moi j'attends des actes, j'attends donc des paroles, mais surtout en fait des actes, parce qu'on sait que beaucoup se sont prononcés sur beaucoup de choses et qu'au final on a pu malheureusement regretter très peu d'actes ou en tout cas des choses qui allaient à contre-pied de ce que étaient leurs propos au préalable. Gérald Darmanin, lui, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur. Il fait l'objet d'une enquête pour viol, ce qui fait dire à la sénatrice socialiste Laurence Rossignol qu'Emmanuel Macron inflige ainsi une formidable claque au visage de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés contre les violences sexuelles. Est-ce que vous regrettez cette nomination ? Alors, justement, comme vous le rappeliez, il fait l'objet d'une enquête. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de jugement qui a été rendu, un jugement définitif. Donc, il peut quand même bénéficier de la présomption d'innocence. Donc, à l'inverse, j'espère que si jamais il était reconnu coupable de cette infraction, que la justice pourrait le poursuivre et puis et qu'il puisse éventuellement faire l'objet de quelques peines prévues à l'encontre de cette infraction. Maintenant, comme je vous le dis, voilà, je pense qu'il faut d'abord penser à la présomption d'innocence et attendre de voir que la justice fasse son travail et qu'on puisse éventuellement ensuite décider si on peut lui faire confiance ou pas. Mais vous n'y voyez pas un très mauvais signal ? Non, si lui se sait innocent et si la justice n'a pas encore rendu son verdict, moi je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'on ne peut pas abattre un homme, même s'il est politique, sur des présomptions, enfin sur une supposition, pardon. Donc alors je ne dis pas que la victime, je ne dis pas que la victime a raconté quelque mensonge que ce soit. C'est pas ça du tout que je dis. C'est que ce que je dis,
c'est que pour l'instant, il y a une enquête et que nous devons attendre le rendu du verdict par le tribunal pour savoir si effectivement M. Darmanin est reconnu ou pas coupable de cette infraction. Auquel cas, je trouverais intolérable que l'on puisse soutenir ce genre de choses à l'intérieur de notre gouvernement. Et sur ce nouveau gouvernement, sa mission, je vous propose justement qu'on écoute ensemble son porte-parole, Gabriel Attal, à l'issue tout à l'heure du Conseil des ministres. C'est un gouvernement de rassemblement, c'est un gouvernement des 600 jours, tel que l'a indiqué le président de la République, puisqu'il reste un peu moins de 2 ans avant la fin de ce quinquennat et que jusqu'au dernier jour, du premier au dernier jour, nous serons pleinement à notre tâche et nous travaillerons d'arrache-pied, avec détermination, avec conviction et avec force. C'est un gouvernement paritaire, organisé en pôles ministériels autour de grandes priorités. C'est un gouvernement de dépassement et de combat. De dépassement puisque ce gouvernement est constitué d'hommes et de femmes compétents pour agir au service de la France et que tous les parcours de vie sont représentés. Il y a dans ce gouvernement des élus locaux, des élus nationaux, des grands serviteurs de la fonction publique, des femmes et des hommes d'entreprise, des professions libérales. C'est un gouvernement de combat puisqu'il faut se battre pour l'emploi, se battre pour la reconstruction de notre pays, pour l'émancipation et que nous aurons à mener ce combat face à une crise sanitaire et à une crise économique historique et sans doute sans commune mesure dans l'histoire. Laurence Vanceunebrock-Mialon, est-ce que ce gouvernement n'est-il pas, comme certaines voix ont pu le dire depuis hier, un peu trop à droite? Est-ce que la majorité présidentielle y est suffisamment représentée, par exemple? Disons qu'on a quand même la chance. Enfin, je trouve que justement les propos de Gabriel Attal sont intéressants dans le sens où il parle d'un gouvernement de rassemblement. Et effectivement, malgré tout, enfin, si on regarde en termes de pourcentage, en termes de ministères, on est à peu près à l'équivalence. On doit être à 25%, me semble-t-il, à droite, 27% à gauche, il me semble. Enfin voilà. Et je pense que principalement, c'est quelque chose de vraiment plutôt centriste. Moi, j'aurais envie de dire, avec ce qu'a toujours porté Emmanuel Macron, à savoir qu'il est tout à fait possible de travailler avec des gens de droite et des gens de gauche. Alors je sais que certains trouvent que ce gouvernement s'est droitisé, mais après, faut-il pour autant blâmer les gens qui viennent de la droite? Enfin, on a depuis le début de ce mandat, on a eu à cœur de justement répéter. Vous ne trouvez pas qu'il s'est droitisé? Est-ce que vos collègues pensent, certains de vos collègues le pensent? Certains de mes collègues le pensent. En fait, ceci dit, chacun porte sa propre opinion et heureusement, nous ne sommes pas la police des idées, ni les parlementaires ni le gouvernement. Donc, oui, alors